L'échiquier international, soyez les bienvenus. Rien n'y fit, l'entité sioniste perdure dans son entreprise de mort. Des condamnations fusent, des critiques aussi. Nombreux sont ceux aussi qui campent un mutisme lourd face à un bilan de civils qui avoisine presque les 22 000 morts. L'idée serait d'éradiquer totalement le peuple palestinien jusqu'à l'identité même de Palestine. La mécanique de la négation est totale et pour l'heure, sauf exception des Houthis qui ouvrent un front sur la mer Rouge et quelques pays qui ont comme principe inaliénable de défendre les droits du peuple palestinien comme l'Afrique du Sud qui vient de se saisir d'ailleurs de la CGI. Les puissances occidentales, elles, ou les instances onusiennes, sont maudiques concernant leur action. L'année 2023 risque de se terminer comme elle a commencé pour Gaza, mais d'un autre côté, des actions juridiques un peu partout se mettent en branle, des modalités d'action qui s'organisent dans plusieurs endroits du globe, en plus de l'arme du boycott. Il y a encore des personnes, des particuliers qui refusent la mécanique faite d'inhumanité et qui comptent bien le faire savoir. On en parle et c'est tout de suite. On évoque souvent les victimes palestiniennes. Comment peut-il en être autrement au nombre de 22 000 morts au moins, hein. Mais d'un autre, la résistance palestinienne donne du fil à retordre aux sionistes. C'est ce qui explique par ailleurs la rage des bombardements sur Gaza depuis le 7 octobre. Et surtout partout dans le monde, on observe une résistance sous une forme particulière, une sorte de levée de bouclier juridique qui dépose des plaintes pour crimes contre l'humanité. On en parle justement avec un de ses représentants. Il nous vient de Bruxelles, président d'un mouvement, celui du 30 mars. Diab Abou Djahjah, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de l'invitation, pour l'invitation. Alors, on vous présente brièvement, activiste, auteur et surtout président du mouvement du 30 mars. 30 mars, bien entendu, fait écho au 30 mars 1976, référence à la commémoration de la confiscation de la terre des Palestiniens par les colons sionistes. Donc on voit, hein, on le disait, des mouvements de défense des droits des Palestiniens qui s'organisent ici ou là et qui se créent partout. Comment se passe par exemple ce mouvement en Belgique? Fait-il par exemple obstacle à des pressions de la part des autorités? Comment se passent les relations avec la police? Décrivez-nous, pour commencer, un peu la situation sur place. Bon, d'abord, en Belgique, si on compare avec la France, par exemple, ou avec les Pays-Bas, la Belgique ne connaît pas vraiment un lobby pro-zioniste assez fort. L'influence zioniste en Belgique est peut-être moins que dans les autres pays européens, ce qui nous donne un petit peu plus d'espace de travail et avec moins de pression. Maintenant, nous sommes aussi actifs dans les Pays-Bas, et là, c'est un petit peu plus compliqué, comme le lobby zioniste est plus fort. Pour le moment, le but, c'est que on a des expressions de solidarité qui sont plutôt au niveau des manifestations, ce qui est très important parce qu'il faut mettre pression, il faut être dans la rue, il faut aussi montrer l'ampleur de la solidarité avec la cause palestinienne face à ce génocide qui est en train de se dérouler devant tout le monde, avec la complicité quand même assez regrettable de l'Union européenne, mais aussi de plusieurs pays en Europe. Alors c'est très important de mobiliser et c'est quelque chose qui se passe à Bruxelles, ça se passe aussi partout en Europe et dans le monde, on a vu ça. Mais à côté de ça, on a vu qu'il fallait aussi essayer d'essayer des pistes un petit peu plus juridiques. Maintenant, quand on dit juridique face au génocide, face aux crimes contre l'humanité, on pense tout de suite à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale ou à la Cour internationale de justice liée à l'ONU. Mais on sait très bien que tout ce qui est international fait partie un petit peu de l'influence géopolitique américaine, ce qui fait que les procédures juridiques à ce niveau-là sont moins
disons, ont moins de chances à aboutir, surtout à ce moment-là. Euh, et, et ça crée un petit peu des frustrations. Et nous, on a analysé avec nos avocats les autres possibilités. On a vu que comme plusieurs ou beaucoup des soldats de l'armée d'occupation sont en effet des citoyens européens qui ont la Justement, double on va en parler. nationalité. On va Exactement. rentrer dans le vif du sujet en parlant justement de cette arme juridique. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, des Européens rejoignant des points de guerre, hein, que cela soit en Syrie, en Afghanistan, en Libye, même en Bosnie au début des années 90, ont été interrogés, voire condamnés une fois revenus chez eux, c'est-à-dire en Europe, surtout si leur implication était établie, une implication qui visait des civils, hein, qui est condamnée par les lois de la guerre. Hein. Si c'est établi, ils étaient forcément condamnés. Mais concernant des Européens israélites ayant joué un rôle dans des actions en territoire occupé qui auraient visé des civils palestiniens, vous le venez de le dire, hein, très peu d'actions. Alors selon vous, première question, pourquoi il y a ce différentiel, cette double lecture? Bon, il y a un argument, disons, juridique et il y a un argument réaliste. L'argument juridique qu'on nous sort souvent, c'est que ces Israéliens ils ont la double nationalité, alors ils font un service militaire légitime dans une armée légitime, d'après leur point de vue, bien sûr, d'un État allié. Hein. Ce qui est déjà scandaleux et ce qui est déjà décevant de considérer l'armée d'occupation israélienne comme une armée légitime et de considérer l'état d'apartheid et d'occupation israélien comme un état allié. Mais bon, ça c'est un petit peu l'argument classique. La réalité c'est effectivement qu'il y a deux poids deux mesures qui sont appliqués quand il s'agit de l'Israël. On sait que c'est quelque chose qui est généralisé et c'est pas seulement sur cette question seulement des combattants israéliens ou européens qui vont se battre avec une armée terroriste génocidaire, mais aussi sur tout ce qui est lié à l'État d'Israël. On sait très bien que l'Union européenne continue à avoir disons, des accords d'association avec l'État d'Israël, malgré tous ces crimes contre le peuple palestinien et malgré le fait que l'Israël ne respecte pas le droit international et qui nie complètement les résolutions de l'ONU, et ainsi de suite. Alors là, il y a cette réalité que nous, en tant qu'activistes en Europe, on connaît très bien, ça ne surprend plus. Alors, il y a beaucoup d'indignation sur ça, mais nous, on veut un petit peu passer au-delà de l'indignation et voir comment est-ce qu'on peut contourner ça, comment est-ce qu'on peut quand même trouver une façon de percer enfin, avec le but d'arrêter cette Alors vous allez nous expliquer comment. Vous allez nous expliquer comment, voilà, justement, alors, puisque votre mouvement, le mouvement du 30 mars, est peut-être en train de faire, de changer, hein, peut-être une perspective, un changement d'approche, étant donné que vous comptez, ou vous avez déposé plainte contre des Belges juifs impliqués dans des exactions contre les Palestiniens, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont vos modalités, vos modes d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire, puisque vous venez d'écrire les obstacles qui risquent de se poser à vous? Exactement. Maintenant, souvent, quand on parle de plaintes contre des criminels de guerre israéliens, on est complètement, si ça se passe pas au niveau des cours internationaux, où il y a là, bien sûr, le blocage d'ordre géopolitique de l'influence américaine, et ainsi de suite. Quand on parle des plaintes au niveau local dans les tribunaux nationaux, on est souvent confronté par l'argument qu'on dit voilà, on n'est pas compétent pour ça, on n'a pas ça fait pas partie de nos compétences juridiques de traiter des crimes de guerre qui se passent au-delà de nos frontières. Mais en sachant que chaque année seulement de la Belgique, il y a 300 combattants israéliens belges qui quittent le pays pour aller faire leur service militaire dans l'armée de l'occupation. Et c'est le même cas aux Pays-Bas. En France, c'est un chiffre encore plus important que ça. Alors ces gens-là, ils ont la double nationalité. Ils sont aussi des citoyens belges, des citoyens hollandais. Alors l'argument de non-compétence n'est pas applicable à ces gens-là. Alors on a dit voilà, mais alors on doit simplement aller aux cours nationaux et porter plainte contre eux en tant que citoyens belges.
Et comme ça, la Belgique et la Hollande ne peuvent pas dire que voilà, on n'a rien à faire, parce que c'est effectivement des citoyens belges et néerlandais. Et en plus, l'argument qu'on entend toujours, qu'on nous sort toujours, un argument politique, c'est que nous sommes en train d'importer un conflit. Nous sommes en train d'importer le conflit israélo-arabe en Europe et tout ce genre d'arguments mélodramatiques qu'on nous sort. Là, à ce moment-là, on voit clairement comment cet argument est vide parce que c'est les citoyens belges, des citoyens belges et des citoyens des autres pays européens qui sont en train d'importer le conflit en participant à ces crimes et qui sont en train de faire partie de l'armée israélienne qui est en train de mener un génocide à Gaza. Alors là, notre argument est, de un, il y a absolument une responsabilité juridique de la Belgique, des Pays-Bas et des autres pays européens. Il faut prendre ces responsabilités. Et de deux, voilà, si on veut vraiment ne pas importer des conflits, alors il faut traiter ce problème. Il faut traîner ces gens en justice et il faut les punir selon la loi nationale. Des actions en justice, justement, qui ont été établies, en tout cas qui ont été conduites par votre mouvement. Il y a des actions similaires également en Hollande, puisqu'un Néerlandais juif qui aurait fait partie des actions militaires contre les Razaouis, à l'endroit de qui on a déposé plainte. Il y a aussi des actions similaires en Australie qui tentent aussi d'analyser la possibilité de poursuivre devant les tribunaux australiens des ressortissants sionistes impliqués dans le génocide à Gaza. On voit ce type d'action sur le plan de la communication fait sans doute beaucoup de bruit. C'est une bonne chose, mais en revanche, vous venez de l'expliquer, sur le plan juridique, vous l'avouez vous-même, le processus est un peu fastidieux, compliqué. Le plus souvent, des tribunaux saisis, vous le dites, affirment ne pas avoir les compétences pour trancher. Alors, je vous pose la question, est-ce que vraiment les tribunaux ne sont pas aptes à trancher ce type de cas, ou selon vous, c'est un manque de courage? D'abord, pour clarifier, en fait, les plaintes qui s'étaient déposées aux Pays-Bas, c'est aussi notre mouvement, parce que nous sommes actifs aussi aux Pays-Bas. C'est le mouvement du 30 mars qui a déposé aussi les plaintes contre les citoyens hollandais et en Belgique. Et en fait, oui, on reconnaît que le chemin va être lent et difficile, parce que justement, il y a des pressions politiques, il y a des manipulations. Mais au niveau de la compétence, contrairement aux tribunaux internationaux, par exemple celle de La Haye, l'international tribunal pénal international, ou bien ceux liés à l'ONU, les tribunaux nationaux sont compétents. Ils ne peuvent pas échapper à la reconnaissance de la compétence parce qu'il s'agit des ressortissants de leur pays. Alors, quand on porte plainte aux Pays-Bas contre un citoyen hollandais, et quand on porte plainte à Bruxelles contre un citoyen belge, le tribunal, il ne peut pas dire « je ne suis pas compétent ». Ça, c'est déjà la première, disons, la moitié des obstacles qui sont mis de côté parce qu'il n'y a pas un débat sur la compétence. Le tribunal est compétent par la force de la nationalité qui est portée du pays même. Maintenant, ça ne veut pas bien sûr dire que le système juridique, parce qu'il est compétent, qu'il va effectivement réagir d'une façon... Donc c'est un manque de courage. C'est un manque de courage, c'est surtout parfois de la complicité politique, c'est surtout aussi une pression sur le système juridique d'ordre politique. Mais si on fait ça comme une action émotionnelle qui va s'arrêter de moment que le premier tribunal va rejeter une plainte pour n'importe quelle raison, alors là, bien sûr, ça ne va pas servir à grand-chose à part un petit peu de communication et de conscience. C'est comme un petit peu de PR. Mais en fait, c'est ça la différence. En tant que mouvement, nous sommes conscients du fait que ça va être une bataille de longue durée et on va continuer avec toutes les voies possibles d'appel et de recours. Et je suis convaincu et nos avocats nous rassurent que dans les cas de certains de ces individus, où il y a clairement, même parfois certains d'entre eux ont fait des articles, ont donné des interviews à la presse locale ici,
en parlant, en se vantant de leurs crimes qu'ils ont commis à Gaza, en parlant de comment est-ce qu'ils sont en train de raser et de nettoyer Gaza. Alors, ces gens-là étaient un petit peu nonchalants, ils pensaient que voilà, ils peuvent faire ça avec l'impunité. Maintenant, je pense que certains d'entre eux sont vraiment inquiets parce que, vous voyez, ces plaintes sont des plaintes nominales individuelles. On n'est pas en train de déposer plainte contre l'Israël, on est en train de déposer plainte contre des soldats israéliens avec des noms, avec leur nom de famille, avec leur adresse. Et ça, c'est du sérieux. Et là, on l'a dit, ils peuvent peut-être échapper à un verdict pendant un an, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous, on continue. Et en fin de compte, nous est-ce sommes que c'est déjà arrivé? Est-ce On l'a dit, hein, il y a plusieurs pays au monde qui ont tenté ce type d'action. Est-ce que, à votre connaissance, c'est déjà arrivé où on a condamné ou en tout cas défrayé devant un parquet ce type d'individu? À ma surprise, moi j'étais convaincu que peut-être il y avait des précédents, mais à ma surprise, je me rends compte, et témoin aussi l'attention que nos actions ont commencé à générer, que cette piste, elle n'était pas vraiment essayée. Peut-être qu'il y aura un cas quelque part en Europe, mais jusqu'à maintenant, on n'était pas... On est contacté de plusieurs avocats partout en Europe, mais aussi en Australie, comme vous l'avez dit. Mais même les avocats en Australie sont en train de citer notre action ici comme exemple. Ils sont en train de penser à faire la même chose. Alors je pense qu'il y avait quand même une concentration des efforts sur la justice internationale, ce qui est logique, hein, c'est-à-dire ça je comprends pourquoi, parce que c'est la justice normalement qui est compétente pour tout ce qui est crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais cette piste-là, elle n'était pas vraiment très essayée. Et d'ailleurs, nous, on a découvert ça justement par frustration, parce qu'on a introduit plusieurs plaintes aussi à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale, à la Cour pénale internationale, à La Haye. Et on était à chaque fois confrontés par le blocade qui existe à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que nos avocats ont dit, mais pourquoi on n'essaie pas ça? Et puis, on avait besoin des noms. On avait besoin des noms concrets, parce que sinon on devra alors porter plainte contre un inconnu, et ça c'est moins efficace. Et heureusement, ces soldats eux-mêmes, ils ont fait des sorties médiatiques, ils ont été sur les réseaux sociaux en train de poster des choses, et nous on a détecté toutes ces choses-là, on a commencé à préparer les dossiers. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on a déposé 4 nouvelles plaintes. Alors, on a maintenant 5 soldats aux Pays-Bas. On est en train de préparer des plaintes contre 2 soldats en Belgique qui vont être déposées dans les courtes durées. Et en plus, on a élargi notre action aux colons israéliens à la Cisjordanie parce que, en fait, ces colons-là, ils sont aussi en train de commettre des crimes et des actions illégales selon le droit international et selon le droit national de leur pays. Alors parfois ce sont des pays qui portent plainte, comme l'Afrique du Sud, qui annonce officiellement avoir déposé plainte devant la Cour internationale de justice, qui est un tribunal onusien. Donc un regard déjà sur cette action, vous connaissez bien, vous, les rouages juridiques. Quand un pays, au-delà d'une association, se saisit de ce type d'action, quelle serait la suite de ces plaintes? À quoi peut-on s'attendre? Oui, en fait, c'est déjà un pas très important. J'ai lu la plainte que l'Afrique du Sud a déposée. C'est une plainte sérieuse, bien fondée juridiquement. C'est un pas très important et nous saluons l'Afrique du Sud pour cette plainte. Effectivement, quand il s'agit de ces tribunaux-là, surtout la Cour internationale de justice, alors il faut un pays. En fait, il faut même plusieurs pays. L'Afrique du Sud a eu aussi le soutien de 3 ou 4 autres pays. Mais, comme j'ai dit, le problème à ce niveau-là, c'est que le procès est plus lent, il est général et il peut subir des pressions internationales. C'est-à-dire quand il s'agit d'un tribunal onusien, alors là, il y a moyen d'influencer au niveau politique. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va être son résultat, parce que déjà, la Cour internationale de justice a déjà tranché sur des questions assez importantes, par exemple la question de l'illégalité du mur d'apartheid en Palestine. La Cour a déjà tranché sur ça, sur son illégalité, ce qui était aussi une victoire importante. Alors là,
c'est un pas très important, mais c'est comme vous le dites, c'est seulement les États qui peuvent prendre ce pas. Alors pour nous, voilà, c'est quelque chose à saluer. On attend avec anticipation le résultat, mais je crois qu'il faut travailler sur tous les niveaux et tous les plans. Il ne faut pas laisser une porte faut pas se limiter essayer. qu'à une seule action. Voilà. Alors, vous caressez l'idée, sans doute, de voir un jour des officiels sionistes répondre de leurs actes devant des tribunaux onusiens, alors que le droit international est bafoué ouvertement par les ministres sionistes. Le secrétaire général lui-même, Antonio Guterres, a été vertement critiqué par des diplomates sionistes quand il a évoqué des bombardements aveugles contre des Palestiniens. Je me fais l'avocat du diable, mais ce ne sont pas des coups d'épée dans l'eau glaciale du mépris. Quand on voit des officiels sionistes eux-mêmes qui méprisent ouvertement le droit international, ils ne reconnaissent aucune juridiction. Pourquoi est-ce que ce type d'action pourrait être couronné de succès, selon vous? Comme vous dites, et vous avez absolument raison, le droit international s'est avéré un slogan utilisé par les pays occidentaux pour persécuter surtout leur ennemi politique dans les pays du Sud. Ça, c'est la réalité, et c'est pour ça que les criminels zionistes et l'État zioniste se sentent intouchables et se vantent même de renier toutes les règles du droit international. Et malheureusement, moi, j'ai pas des illusions. Je crois pas que ça va changer dans les 5 ou 10 ans à venir. C'est une bataille à longue durée aussi qui doit être menée par les pays du Sud, par les gouvernements indépendants du Sud, qui doivent quand même essayer de briser cette hégémonie américaine et israélienne au niveau de l'ONU et plus loin que ça. Alors, c'est justement parce que la voie du droit international a l'air d'être bloquée par, disons, la suprématie militaire et politique américaine, qui est malheureusement toujours une réalité. C'est justement à cause de ça que quand on essaye d'entrer du chemin de la loi nationale dans les États, dans plusieurs États européens ou ailleurs, qu'il y a plus de chances. Parce que là, on ne parle pas du droit international, là, on parle d'une action citoyenne d'un citoyen belge, pour parler comme ça, d'un citoyen belge contre un autre citoyen belge. D'un citoyen néerlandais ou hollandais contre un autre citoyen hollandais. Alors là, il y a quand même plus de chances parce qu'il s'agit d'une plainte normale, déposée devant un tribunal normal. Et si jamais cette plainte allait rejetée au premier niveau, on va passer à un appel, puis à un autre appel, et ainsi de suite. Alors, il y a, je pense, plus de moyens de voir des soldats israéliens qui portent les nationalités des pays de l'Union européenne et des autres pays condamnés par un tribunal de leur pays, hein, parce qu'il faut voir la double nationalité, c'est-à-dire ils sont toujours des citoyens belges. La Belgique, c'est toujours leur pays, les Pays-Bas sont toujours leur pays. Alors, voilà, il y a plus de chances, d'après moi, d'aboutir avec cette piste-là qu'avec l'autre. Mais, je répète, l'autre est absolument plus importante au plus long terme. On doit quand même soit redresser ce droit international et les tribunaux internationaux, ou bien les jeter tous à la poubelle et dire honnêtement que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas un droit international. Alors rapidement, on le voit d'un autre côté, depuis les bombardements sur Gaza, on voit l'arme du boycott qui est en train de se généraliser. Les actions comme les vôtres sont en train de prendre une proportion quand même assez positive, puisque ça donne beaucoup d'idées à d'autres comités pro-palestiniens dans le monde. On a parlé du cas de l'Australie. On voit également sur le terrain que l'armée sioniste a beaucoup de mal à prendre du mouvement à l'intérieur de Gaza par la farouche résistance de la Palestine, hein, des soldats palestiniens. Alors, selon vous, jusqu'à quand vont durer ces bombardements? Rapidement. Très simplement, en fait, c'est l'arme la plus importante contre l'occupation zioniste, c'est la résistance palestinienne.
tout ce que nous on fait, tout ce que tout le monde est en train de faire, le boycott, les plaintes juridiques, tout ça, c'est pour soutenir, c'est pour créer un petit peu de solidarité, pour essayer d'aider, de clarifier. Mais en fait, c'est seulement la résistance qui est capable de faire payer un grand prix à l'armée israélienne, à l'armée d'occupation. C'est cette résistance-là, le moment que les agressions, que ce génocide va s'arrêter, ça va être parce que cette armée d'occupation n'a pas pu obtenir ses objectifs à cause de la résistance palestinienne. Là, ça c'est la clarté. Voilà. Merci pour le mot de la fin. L'Ishki international du jour arrive à sa fin. Diab Abou Djahja, merci d'avoir été des nôtres militants du mouvement du 30 mars, dont vous êtes le président, et vous intervenez à partir de Bruxelles. Merci encore. Bon courage pour toutes vos initiatives et à bientôt. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure et même chaîne, en vous souhaitant une agréable soirée.